Un petit tuto pour vous montrer comment, quoi faire avec un «vieux» entre guillemets, PC avec Windows 10 qui n'est pas compatible avec Windows 11. Alors déjà, première chose à savoir faire, c'est comment savoir si le PC est compatible ou pas? Alors, on va dans le menu démarrer, hop, on va voir dans les on fait descendre dans menu et mise à jour et sécurité. Une chose qu'on peut faire, c'est cliquer sur la configuration requise ici pour qu'il lance une recherche en fait et il va vous amener sur une page de Microsoft officielle sur laquelle plus bas, on descend un petit peu, on a une application de contrôle d'intégrité, appelle-t-il ça, qui permet, on va cliquer dessus pour et on va la télécharger. En exécutant ce programme, ça vous permet de contrôler si votre ordinateur n'est pas compatible avec Windows 11. Donc on le télécharge. Ici, dans la on clique sur la petite flèche, on va sur ouvrir le fichier. Et ici, donc, vous allez voir que, voilà, il va faire une phase d'installation d'abord. Ici, il est installé. On va aller voir. Ah ben, en bas, là, dans la barre de tâches, on peut voir. Alors, je sais pas si j'en ai du bon côté. Oui, ici, tac. Là où il y a le petit cœur, on peut voir qu'il y a le programme qui a été installé. Donc, on va ouvrir. On va cliquer sur vérifier s'il est compatible. On va cliquer là. Bon, alors là, il me dit que en réalité, sur tous les critères, il y a un critère qui passe pas, c'est le processeur. Bon, malheureusement, tous les autres sont bons, sauf le processeur qui est trop ancien d'après Microsoft. Donc, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Ils ont décidé qu'on ne pouvait pas. Mais ce qu'on va voir, c'est comment faire dans ce cas-là. Alors là, il y a plusieurs, je dirais qu'il y a 4 solutions. La première, c'est de ne rien faire, évidemment. Donc, on se dit: «Beh, tant pis, on n'a pas les mises à jour, mais on continue à fonctionner comme ça marche». Alors là, bien sûr, risque de sécurité, attention, d'ailleurs c'est écrit: «Votre appareil ne dispose pas des correctifs de qualité, de sécurité importants». Bien que là, il est en train quand même de mettre à jour l'antivirus, donc a priori, Windows 10 n'abandonne pas les appareils, qui ne sont pas, qui n'ont pas été améliorés, qui n'ont pas été, inscrits pour avoir les mises à jour, il continue quand même à mettre à jour. Bon, si on veut être dans les clous, bien dans les règles, il y a une autre solution qui consiste à s'inscrire aux mises à jour de sécurité étendues, qu'on a juste en dessous, ici, là, en dessous du «Installer maintenant», s'inscrire aux mises à jour. Donc là, on a un bouton qui permet, si on clique là, il va nous dire que éventuellement, on peut se connecter, s'inscrire. Voilà. Inscrivez-vous aux mises à jour de sécurité étendues. Le support de Windows 10 prend fin depuis le 14 octobre. Si on peut faire suivant. À ce moment-là, on aura la possibilité de s'inscrire. Alors, c'est-à-dire que il faut avoir un compte Microsoft. Si vous n'en avez pas, il faut en créer un. Donc, créez-en un. Ici, bon, le plus simple, si vous avez une adresse mail, vous cliquez, vous mettez votre adresse mail. Si vous voulez pas donner d'infos à Microsoft trop précises, vous cliquez sur obtenir une nouvelle adresse. Vous tapez Toto Lolo, Bibi. Non, enfin, je donne un exemple, bien sûr. Vous mettez ce que vous voulez, votre prénom, un nom, il faut donner une adresse valable, quoi, en fait. Enfin, en réalité, faut en créer une, quoi. On crée une adresse, on fait suivant, et cetera. Donc le processus va vous créer l'adresse, va vous demander le mot de passe. Si l'adresse n'est pas utilisée déjà, ça va vous permettre de vous identifier. Donc après, il faudra pouvoir, bien sûr, consulter cette adresse. Donc une fois qu'elle est créée, parce que là, il va vous envoyer un code qui vous permet de valider votre adresse. Bon, une fois que toute cette procédure est faite, soit vous, donc, pour résumer, vous pouvez utiliser votre propre adresse. Il vous envoie un code sur votre adresse pour vérifier qu'elle est valide. Ensuite, il vous demande de créer un mot de passe pour le compte Microsoft. Si vous n'en avez pas, vous le prenez, vous le notez bien. Et une fois que vous avez fait tout ça, il va vous inscrire à une mise à jour d'un an supplémentaire gratuite. Enfin, un an de mise à jour gratuite. Voilà.
pour l'instant. Et après, on verra dans un an ce qui se passe. Bon, ça, c'est la méthode officielle. Maintenant, il y a aussi la méthode on installe Windows 11 quand même, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a créé un petit programme où il y a toujours une méthode, on va dire, pour le faire. Bon, il y a plusieurs méthodes en réalité. Et pour en fait, le principe, c'est d'installer Windows 11, parce que Windows 11, lui, qu'est-ce qu'il se fait? Il fait un contrôle de votre machine. S'il voit qu'il y a un des points qui n'est pas rempli, un requis qui n'est pas rempli pour l'installer, il ne s'installe pas. Mais il y a des petits malins qui ont créé en fait un petit logiciel qui va permettre en fait d'installer quand même ce programme. Alors, comment ça marche? Je vous montre. Il y a un programme qui s'appelle FlyOB. Alors, comment l'obtenir? Eh bien, on va sur Internet, on tape Fly OOB, on valide. Alors, bien sûr, voilà, on a FlyOB, Windows 11 for every PC, donc c'est-à-dire Windows 11 pour tout le monde en gros. On clique sur le site flyob.com, c'est bon. On descend, on choisit Download. Alors, je crois qu'il faut aller plus bas encore. Pourquoi on n'a pas accès là? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'il y a un bouton à gauche. Voilà, en haut. Pardon, il y avait un gros bouton là-haut. Et on a le bouton Download. On va cliquer là-dessus. Et en gros, quand on fait ça, on se retrouve avec deux fichiers. Avec ce fichier, une archive, dans laquelle on l'ouvre. On va se trouver avec un fichier FlyOOB qu'on peut exécuter. Ici, il me demande ce que je veux faire. Et moi, je veux upgrade to Windows 11, donc on va faire ça. Tac. On clique dessus. Ici, il me redemande un peu. Alors, ça, c'est un truc qui permet de désinstaller éventuellement. On change rien, on fait Run. Là, il va exécuter le programme. Il nous demande de valider l'exécution. C'est parti. Donc là, deux choses. La première chose à faire, c'est download l'ISO. Alors, l'ISO, c'est-à-dire que c'est le programme d'installation fourni par Microsoft pour installer Windows 11. On fait download, site officiel, on descend jusqu'à l'apparition de télécharger l'image ISO. On refait, on clique là-dessus, ISO. Bon, avant de commencer, ça c'est juste des infos pour vous dire que quelques infos sur le fichier qu'on va télécharger. C'est un gros fichier, attention. Voilà. Donc il doit correspondre à un PC 64 bits. Bon, mais c'est presque tous maintenant. Bon, en gros, c'est ça. Et après, on refait télécharger. Alors, d'habitude, ça valide et ah, voilà, là, il me demande, j'ai cliqué là-dessus, sélectionner la langue. Donc là, je sélectionne ma langue pour l'installation français, confirmer. Voilà, là, il va valider ma demande. Il me propose la version 64 bits. On n'a pas trop le choix et on fait télécharger. Voilà. Et là, on a un téléchargement qui se lance. Bon, et après, là, bien sûr, suivant votre qualité de connexion, ça va prendre plus ou moins du temps. Alors, ce qu'on va faire, on va couper parce que, bon, moi, j'en aurai pour un quart d'heure, mais on va l'arrêter parce que je l'ai déjà dans le téléchargement. Donc, on va fermer, mais vous, il faudra attendre la fin, bien sûr. Donc, une fois qu'il a terminé ça, ce qu'il faut faire, c'est on laisse ouverte toujours cette fenêtre Upgrade. On va chercher dans ces fichiers, dans le téléchargement, vous aurez directement ce fichier, Win 11 25H2 French X64. Vous poussez un petit peu la fenêtre. Attendez, je le déplace. Parce qu'on va le déposer là où il y a marqué Patch Action, Drag and Drop, ISO Here. Donc on prend le petit fichier et hop, on le dépose dessus. Paf. Là, il check, on voit en haut checking, outing, etc. Il fait plusieurs opérations, on laisse faire. Et à un moment donné, il va monter le fichier. On refait une acceptation du PowerShell. Hop. On dit. Et là, oui, on va lancer une installation maintenant. Et ça va se lancer tout seul. Ici, installer serveur. Voilà. On fait installation Windows Server suivant. On ne change rien.
obtention des mises à jour, et là, on laisse tourner. L'intérêt là, c'est que l'installation va se proposer. Il y a plusieurs questions qui vont se poser. L'intérêt là, c'est qu'il ne va pas demander les prérequis pour installer Windows 11. Il va considérer que le PC est compatible et il va faire, voilà, là il fait la vérification, mais bon, en fait, le programme qu'on a exécuté tout à l'heure, quand j'ai drag and drop l'ISO d'installation, le programme a, disons, squeezé, si je peux penser, il a modifié, il a patché l'installation pour pas qu'il aille contrôler. Voilà, il a dit qu'il a contrôlé, mais on est passé de suite à l'acceptation des licences, donc on fait accepter. Il me demande ce que je veux conserver. Mais si vous avez déjà un système installé avec des documents et tout, vous laissez conserver les fichiers et on fait suivant. Vérification que vous êtes prêt, patientez. Et là, vous allez voir que c'est parti. Il cherche les mises à jour d'abord. Alors si vous voyez tous les programmes qui sont installés là, et toutes les applications et tous les documents que j'ai pu garder vont être conservés. Alors bien sûr, warning, je préconise de faire des sauvegardes avant, parce que ça c'est la théorie, et comme on dit toujours, en théorie, ça se passe toujours bien sûr, mais pas toujours. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas perdre de données, évidemment, le mieux c'est de sauvegarder vos données, et ça je vous y encourage fortement, et considérez aussi que les programmes que vous avez ne sont pas certains de fonctionner 100%. Dans 99% des cas, il n'y a pas de souci, ça marche. Mais si vous avez des logiciels métiers, professionnels, ou des vieilles versions qui tournaient avant sur Windows 7, 10, après, et c'est pas garanti que ça tourne sur 11. Donc bien sûr, voilà, hein, c'est à vos risques et périls. Vous faites ça que si vous êtes sûr que vous pouvez le faire, et qu'il n'y a pas trop de mal si vous perdez quelques documents ou quelques programmes. Donc vous pourriez éventuellement réinstaller après aussi, hein. Mais faites des sauvegardes, ça c'est la règle de A à Z. Bon, et après, qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Attendre, mise à jour. Une fois qu'il aura fait ses mises à jour, il va vous proposer de redémarrer la machine, et il faut laisser faire le processus jusqu'au bout. Et arrivé au bout, vous aurez un joli Windows 11 bien installé. Allez, on laisse tourner. 73%, à un moment donné, quand on aura 100%, il va vous proposer de redémarrer. Voilà, patientez, voyez-vous. Voilà, et là, on a marqué tout est prêt, il y avait assez de place, et il me propose donc à nouveau d'installer Windows 11 Famille, parce que c'était un Family juste avant, déjà installé. Ça aurait été un Pro, il aurait mis un Pro. Conserver les fichiers, OK, installé. Et voilà, et là, il nous fait un bon gros redémarrage, et pendant cette phase, il va installer Windows et redémarrer sur Windows 11. Donc voilà, une fois qu'il a terminé son installation, c'est-à-dire sa phase de préparation, on arrive sur un bureau, et en fait, on va retrouver... Alors là, j'ai changé de machine parce que j'ai refilmé plus tard, mais c'est pas grave. Vous voyez que on redémarre sur le bureau. Là, j'avais déjà une application installée, tout ça. Ça a tout conservé. Vous, ce sera pareil. Tout ce que vous aviez avant sera conservé. Donc, en faisant cette phase de mise à jour depuis Windows 10 vers Windows 11. Donc là, en faisant de cette manière, on ne perd rien. Ni les documents, ni les applications. Maintenant, on va voir, admettons que bon, vous avez tenté le coup, ou que vous n'avez pas du tout envie de faire ça, ou que votre système n'est pas bien reconnu, par exemple la carte graphique, là je vois que je peux pas modifier mes réglages, parce que j'ai pas le bon pilote, et que ça ne marche pas. Bon, admettons que vous en avez marre de Windows, à n'importe quel moment on peut en avoir marre, du coup, et vous dites on va passer sous Linux. Donc comment on fait? Alors la première chose, c'est d'aller installer Linux sur une clé USB pour pouvoir démarrer un PC et faire l'installation dessus. Donc pour faire ça, eh bien, on va directement aller chercher ça sur Internet. Donc on va lancer un navigateur, quel qu'il soit. On va chercher Linux Mint, M-I-N-T, Mint, je ne sais pas comment on dit en anglais, peut-être qu'on dit autrement. Ici, premier choix, vous y allez, Linux Mint.
on arrive sur une page comme celle-là. Sur cette page, eh bien, on aura l'outil de téléchargement. Alors, on peut aller directement en bas, là où il y a marqué Download, sous Linux Mint 22.2, c'est la nouvelle version, à l'heure où je fais cette vidéo, fin 2025. On fait Download. Ici, on va choisir la première distribution. Bon, c'est celle où il y a plusieurs distributions, parce qu'il y a plusieurs interfaces, en fait, qu'on peut voir ici dans les captures d'écran. Bon, au pire, vous choisissez, mais bon, celle-là, en fait, la première est très bien, elle ressemble assez bien à ce que fait déjà dans Windows, qu'on a dans Windows. Donc il n'y a pas de souci. Vous choisissez Download sur la première. Et là, ici, voilà, vous avez plusieurs options. Ici, on a soit la version torrent, qui est une version qui permet en fait de partager le téléchargement dans plusieurs sources. À la fois on télécharge, à la fois on envoie, ce qui fait que ça fluidifie mieux le téléchargement, mais là il faut une application dédiée. Si vous n'avez pas d'application pour ça et que vous ne savez pas ce que c'est, vous descendez et vous allez chercher la version Word, c'est-à-dire la version complète, en cliquant sur un lien, soit celui-là, qui va aller vous télécharger en réalité, en cliquant là, la version complète. Vous voyez là, il le fait, il va aller automatiquement télécharger la version complète. Voilà, sans passer par des liens compliqués. Moi j'ai un très bon réseau, donc ça passe vite. Voilà, mais vous aussi ça va pas vite, mais écoutez, il faut patienter. Et une fois, le temps qu'il fasse ça, vous pouvez remonter un petit peu, et vous allez sur l'installation guide. Dans l'installation guide, vous allez avoir ici un lien. Alors regardez, au début, alors on va pas traduire, c'est en anglais au départ, mais après vous inquiétez pas, ça passera en français. On a un titre, vous descendez un petit peu, et nous ce qui nous intéresse c'est le Live Boot, qui est un disque en fait de démarrage pour créer un média de démarrage. C'est une petite application, on clique dessus. Dans le cas où vous êtes déjà sur Linux, bon, c'est le premier choix, ce n'est pas notre cas. Dans le cas où on est sous Windows, on va aller chercher un programme qui s'appelle Etcher. Hop, qu'on a, et qu'on clique sur télécharger aussi. Voilà, vous cliquez sur télécharger, il vous envoie sur le menu en bas, vous prenez le premier choix, Download, pour Windows bien sûr. Hop, il est parti. Donc là, je l'avais déjà fait, vous voyez le petit 1 qui est branché dessus. Une fois qu'on a téléchargé tout ça, on lance le premier, le Bachelor Etcher. On lance ça, et ça va vous permettre de créer un média. Alors là, je vais passer, parce que là, je suis sur une machine virtuelle. On va sortir de là pour passer sur mon bureau pour vous montrer un peu mieux comment cela fonctionne. Du coup, une fois qu'il a fini, quand on clique là-dessus, on a les deux fichiers qu'on vient de télécharger, le fichier complet de Linux et l'installation complète et le petit programme. Là, on va lancer le premier programme, Etcher, Balena Etcher. Il va nous permettre de créer une clé d'installation. Donc, première interface, vous voyez, c'est très simple. Il y a un premier choix, Flash from File. Donc, on va choisir le fichier qu'on a téléchargé à l'instant, Linux, qui est dans le dossier téléchargement. On va dans téléchargement, on choisit Linux, on fait Linux Mint, on fait ouvrir. Automatiquement, il a détecté. Il me demande vers quelle est la cible de mon choix. On va cliquer sur le Select Target. Enfin, voilà, là, on voit ma clé, l'Exar. Elle est bien là. Donc, il ne faut pas se tromper. Bien sûr, si vous avez déjà un disque, bon, là, il me prévient que c'est un disque large. Ça veut dire que c'est un disque, voilà, c'est un disque dur de grosse capacité, donc c'est pas la peine. Et on veut bien mettre sur la clé qui s'appelle l'Exar, que j'ai branché, qui fait 64 Go. Impeccable. On fait Select et on flash. On accepte, mais sur le choix, il vous demande d'autoriser l'opération. On accepte l'opération. Et vous voyez, là, ça va flasher votre clé. Alors, flasher, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va prendre le fichier ISO d'installation de Linux, qui est censé être une image, comme autrefois on mettait sur un CD ou dans un lecteur CD virtuel. Mais pour pouvoir démarrer sur une clé, n'importe quel PC, il faut, disons, modifier un petit peu ces fichiers pour que le système comprenne qu'on peut démarrer dessus, en gros. Voilà, pour simplifier. Donc voilà, tout va être flashé, copié sur le disque pour pouvoir démarrer sur la clé.
et pour pouvoir installer le système. Voilà, on laisse faire tranquillement. Il n'y a rien d'autre à faire. Une fois que on attend qu'il arrive au bout, hein, en fait, il va flasher, là, vous allez voir, ça arrive assez vite. Hein. Suivant, ça dépend de votre système, hein, évidemment. Si vous le faites sur un vieux PC avec une clé USB 2 ou une vieille clé, il faut une clé de minimum 4 Go, je pense. Alors 8 Go, 16 Go, bien sûr, maintenant on n'a que ça, en fait, on n'a pas de capacités en dessous. Mais si vous faites ça sur une vieille clé, je ne vous le conseille pas, parce que il vaut mieux acheter une clé neuve, bon, ou retrouver une clé récente qui soit au moins USB 3. Bon, vous pouvez le faire en USB 2 aussi, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Mais bon, après, on a le temps. Hein. Vous voyez, là, ça a été super rapide. Hein. Donc, sur une clé plus lente, ça va prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, on est prêt. On a la clé, on peut la sortir. Sentiment, comment on ferait je sais plus où je suis, il y a trop d'icônes. Voilà. On éjecte. Ah ben, elle apparaît même pas, donc on peut l'éjecter. Parce qu'en fait, c'est une clé qui va être formatée spécialement pour Linux, ce qui fait que elle sera peut-être pas reconnue par Windows. Vous voyez, si vous la mettez après sur un système Windows, elle va pas le reconnaître parce que c'est un système spécial Linux. Donc cette clé, on va voir maintenant comment démarrer dessus pour installer Linux Mint. Voilà. À suivre de suite. Donc, une fois qu'on a créé sa clé Linux Mint, on va essayer de démarrer dessus pour pouvoir installer le fameux système dans votre PC. Donc, d'abord, je vous montre un tableau. Ce tableau vous montre par marque les différentes marques et quelles touches il faut appuyer pour accéder au menu de démarrage pour démarrer sur la clé. En fait, on a plusieurs marques, Acer, F12, Asus, F8. Vous voyez les différentes touches utilisées par marque pour quand on démarre le PC. On appuie là-dessus et on a un menu, un peu comme ce qui se passe derrière là. Alors dans certains cas, le menu n'est pas activé. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer un exemple avec Acer en réel, avec un PC que j'ai à côté. Je vais filmer avec mon téléphone. Je vais vous montrer la procédure pour aller permettre de démarrer sur la clé. Voilà, ce fichier, je le laisse un peu à l'écran, vous le notez, vous l'affichez, vous l'imprimez. Je vous le mettrai sans doute en description aussi, dans la description de la vidéo, soit avec un lien pour retrouver ce petit exemple. Petite démonstration sur un Acer pour démarrer sur une clé de démarrage pour installer Linux Mint. Alors on a la clé ici, bien sûr. Hop, je mets la clé sur un port USB évidemment. Alors, attendez, hop, je lève un petit peu que vous voyez. Alors sur un côté ici, on a un port USB, on la met dessus, hop. Une fois qu'on a installé la clé, on va essayer de démarrer le PC. Alors sur Acer, on va d'abord aller dans le BIOS pour vérifier que la touche de démarrage est activée. Et après, on va activer la touche et après, on va choisir le démarrage. Je vais vous montrer, c'est très facile. J'allume. J'allume et en suivant, j'appuie sur F2 qui va me permettre d'aller dans le BIOS. J'allume et j'appuie sur F2. Alors j'appuie à rime comme ça. Voilà, une fois qu'on a l'écran, j'appuie 2-3 fois pour être sûr qu'il prenne en compte. Ici, on a l'écran de BIOS du démarrage. Donc, on va aller relever un peu l'écran. Voilà. Ici, avec les touches du clavier, celles-là, les touches et flèches ici, toutes ces flèches qui sont là, on va aller à gauche-droite, on va aller les utiliser pour, en fait, se balader dans les menus. Donc, on va aller vers la droite. Ici, qu'est-ce que je vois? Voilà, ici, ce qui m'intéresse dans cette liste, un peu plus bas là, on peut voir qu'il y a F12 boot menu. Je vais dessus. Ça veut dire disable, ça veut dire que c'est désactivé. Donc, avec la touche entrée, je touche entrée. Je vais mettre sur enable. Ça veut dire que j'active la touche F12 pour pouvoir choisir le début du démarrage. On va sur la droite, on vérifie ici Security. Bon, je n'ai pas d'histoire de Secure Boot. C'est une option qui parfois bloque le démarrage sur les clés qui ne sont pas, disons, bien reconnues et sécurisées d'après Windows, pour Windows ou autre. Mais si on le voit, on peut le désactiver. Bon, là, il n'y est pas. Et on va faire Exit Saving. Donc, on va sauvegarder les réglages. Et on enregistre. Et on se prépare à appuyer sur la touche F12 qu'on vient d'activer pour faire choisir le démarrage. Ici, je valide
paf, je fais yes, je revalide, et F12. J'appuie sur F12 par petite touche, voilà. Et ici, du coup, j'ai accès à ce fameux menu de démarrage. Toujours avec les flèches, je vais aller chercher ma clé USB HDD. USB, ça veut dire ce que ça veut dire. HDD, c'est hard drive, mais bon, c'est une clé qui n'est pas une disque dur, évidemment. C'est bien la Kingston, c'est la marque de la clé. Pas de problème, je la valide. Et je valide. Entrée. Et là, voilà, on arrive sur l'écran de démarrage de l'installation de Linux. On va recentrer dessus. On va se rapprocher un peu. Et ici, je vais choisir donc le premier choix. On ne va pas chercher à comprendre. Les autres choix, ah ben d'ailleurs, il a fait tout seul. Une fois qu'on a démarré, donc, comme je vais vous montrer tout à l'heure, on va... ici, on est dans une machine virtuelle. C'est pour que l'affichage soit plus correct, parce que filmer au téléphone, c'est pas terrible. Et vous n'aurez pas la même vue. Voilà. Et là, j'arrive sur cet écran, et vous aurez exactement le même quand vous démarrerez avec votre clé. Alors, je suis en 22.1, vous serez peut-être en 22.2.3, etc. Peu importe. On lance le premier lien qui est dans la liste. Les autres étant, dans le cas où ça ne marcherait pas avec le premier, une installation pour les fabricants d'ordinateurs qui est un peu plus complète, on va dire. Mais nous, ça ne nous intéressera pas, c'est un peu plus complexe aussi, donc ça ne nous intéresse pas tout ça. On va aller sur le premier lien et on valide avec la touche Entrée. C'est parti. Donc là, on a le petit logo de Linux Mint qui s'affiche tranquillement. Et on va avoir toute une phase qui va nous permettre d'installer tout ça. Alors, vous voyez, ça prend un peu de temps. Comme vous êtes sur une clé, mais la clé, le temps que ça lise les données, suivant le type d'ordinateur que vous avez, eh bien, ça peut mettre un peu de temps avant d'afficher tous les menus. Voilà. Là, j'arrive sur cet écran. En gros, le PC a démarré sur un système assez complet déjà. On a déjà toutes les applications. Alors, à partir de ce moment-là, pour l'instant, il est en anglais, mais ça ne nous intéresse pas parce que nous, on va installer. Donc, une fois qu'il a démarré, donc sur le premier choix qu'on a donné, on a une icône ici pour l'installer. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'installation. Hop, double-clic sur le CD-ROM. C'est pas un CD-ROM en réalité, mais c'est une image du système en fait. Il va lancer un petit assistant. Voilà, et là, on va pouvoir choisir le français. On fait continuer. Français, on touche à rien. On laisse ce qu'il a détecté. Après, on pourra toujours modifier le clavier. Si ça ne convient pas, mais on peut aussi faire un test d'ailleurs. Tiens, vous voyez, là, il a choisi ce clavier. Ben, on va aller taper dans le texte en bas. Est-ce que le A est bien un A? Oui, c'est bon. Voilà, AZERTY. On a bien les bonnes touches. Le 1, le E, les accents, les majuscules. Voilà, on fait 2-3 tests comme ça. Comme ça, on voit que notre clavier correspond à ce qu'on tape. Si c'est OK, on fait continuer. Hop, il va chercher encore quelques infos. Il me demande si je veux installer les codecs multimédia. Si vous avez cette option, je vous conseille de la cocher. Là, à un moment donné, il va peut-être vous demander aussi de vous connecter à Internet. Moi, je suis déjà connecté ici. Mais il y a peut-être une phase aussi où il va vous afficher votre réseau Wi-Fi s'il n'a pas le fil. Il faudra à ce moment-là, bien sûr, indiquer votre code Wi-Fi comme vous le faites habituellement, hein, en réalité. Ensuite, il y a cette option. Faites gaffe aussi, là, il n'y a pas ça va. Il y a une option simple, on fait continuer. Des fois, il y a une option un peu plus complexe liée au Secure Boot aussi. Bon, si vous l'avez et que quand vous activez cette option, il y a d'autres options complexes, vous ne l'activez pas, on peut le faire aussi plus tard. Mais bon, tant qu'à faire, moi je préfère le faire au démarrage, si ce n'est pas trop complexe. Là, donc on le valide, il n'y a rien d'autre comme choix. On fait continuer. Donc là c'est simple, vous voyez, il fait une préparation des pilotes justement. Codec multimédia, ça permet d'avoir déjà préinstallé tous les systèmes permettant d'afficher tous les types de fichiers, le type de fichier, et aussi de gérer un peu la carte graphique, je crois. D'aller chercher des pilotes propriétaires qui ne sont pas toujours inclus dans l'installation de base. Alors, ici, important, là ça va dépendre de ce que vous voulez faire.
Si, vous voyez, là, moi, j'avais déjà, dans cette machine virtuelle, installé un Linux plus récent d'ailleurs. Et du coup, il me dit, soit je réinstalle tout et je supprime l'ancienne installation, premier choix, supprimer Linux qui était déjà installé et réinstaller, ou je conserve le Linux précédent, mais ça pourrait être Windows. C'est-à-dire que là, c'est parce que c'est un Linux, mais si vous aviez un autre Windows qui fonctionne, vous pourriez très bien conserver votre Windows et installer Linux à côté. Et au démarrage, vous auriez un choix, en fait, de démarrer sous Linux par défaut ou un petit menu qui vous permet de démarrer sur Windows. Comme ça, vous pouvez très bien avoir les deux systèmes et démarrer sur les deux. Ça peut être pas mal si vous avez des applications un peu métiers, genre des facturations, des choses comme ça qui ne marcheraient pas sur Linux et que vous voulez conserver par sécurité ou parce que vous n'avez pas d'autre solution. Donc on peut très bien cohabiter sur un vieux PC, garder le vieux système et un Linux à côté pour tous les jours, par exemple. Donc nous, on va plutôt supprimer, mais si vous voulez installer côte à côte, vous choisissez côte à côte, installer Linux à côté de Windows, par exemple. Ou alors, si vraiment on veut plus rien garder, on fait effacer le disque et on installe le Linux complètement. Alors là, ça supprime tout ce qui est déjà fait. Et voilà, là on perd vraiment tout ce qu'on avait déjà sur l'ordinateur. Et autre option, mais là, ça faut s'y connaître un petit peu, c'est pour aller nous-mêmes préparer les partitions, etc. Bon, moi, c'est comme c'est une machine virtuelle, on va faire une installation, on va dire, comme si je voulais, en gros, j'aurais un vieux PC, je veux plus qu'il y ait aucune donnée de l'ancien, un PC que j'ai récupéré, un PC voilà, que j'ai vraiment envie de mettre propre, eh bien, on va effacer le disque. J'installe, boum. Donc là, il me prévient, bien sûr, que il va partitionner les disques et que tout sera perdu, évidemment. C'est bien ce que j'avais compris. Continuez. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas fait de sauvegarde, faites gaffe, quoi. Sauvegardez avant. Continuez. Alors, ici, il me propose le faisceau horaire correspondant à ma situation. Ça correspond tout à fait. On fait continuer. Alors ici, important, on va mettre son nom. Donc on met son nom, son prénom, ce qu'on veut. Voilà. Donc moi je vais mettre mon prénom, pour simplifier. Hein. Il y a 3 lettres, c'est très pratique. Voilà. Alors faites attention parce que le nom choisi sera utilisé pour créer un dossier d'utilisateur, bien sûr. Donc 3 lettres, moi ça me va, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ou un nom compliqué, mais bon. Après on peut aussi mettre un nom et un autre nom pour le dossier, par exemple. Vous voyez, je peux changer ici. J'aurais pu mettre Tartampion en haut, et là, dossier Tata, quoi. Enfin, ce qu'on veut. Voilà, le tout, c'est pas très grave ça, mais ça peut être important après, si plus tard on veut récupérer le système, de se rappeler quand même le nom de son dossier, parce qu'on peut le recréer, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Après, on choisit un mot de passe, obligatoire sous Linux. Hein. Donc là, on n'a pas le choix, on est obligé de taper un mot de passe. Moi, je mets un truc, bon... que je vous dirai pas de toute façon. Voilà, tac, tac, tac. C'est acceptable, il est content. On a le choix d'ouvrir automatiquement la session sans avoir besoin de taper le mot de passe, ou demander un mot de passe à chaque fois qu'on ouvre la session, ou voire pire, chiffrer son dossier pour être vraiment sécurisé. Donc là, si vraiment vous voulez que personne puisse y aller, vous chiffrez tout, vous demandez un mot de passe à chaque fois, personne ne pourra y aller. Si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, vous dites, bah écoutez, il n'y a qu'à s'ouvrir directement, et puis voilà. De toute façon, ce choix, on peut le changer après. Moi, pour l'installation, je vais ouvrir la session automatiquement pour gagner du temps, et pas avoir à taper le mot de passe trop souvent. Et on fait continuer. Cela dit, en parlant du mot de passe, le mot de passe sera à taper régulièrement, parce que Linux est très sécurisé, donc il va vous demander, à chaque opération un peu sensible, de taper votre mot de passe, voilà, pour valider telle ou telle opération. Mais c'est un peu plus souvent que sur Windows, c'est un peu plus sécurisé, mais les opérations sensibles, on ne les fait pas tous les jours non plus, donc voilà, c'est pas non plus trop contraignant. Alors là, maintenant, selon la vitesse de votre machine, ça va prendre plus ou moins du temps. Il va devoir copier tous les fichiers,
préparer le disque. Donc là, il est en train de vider le disque, parce que je lui ai dit de tout recommencer. Il formate, il crée des partitions qui va être nécessaires pour son fonctionnement. Il va y copier les fichiers d'installation, d'après les choix qu'on a donnés. En attendant, il vous affiche un peu toutes les possibilités. De toute façon, voilà, si c'est un usage personnel, vous voyez, on peut aller avec Firefox, on peut aller partout. Sur YouTube, sur Netflix. On peut installer aussi d'ailleurs Chrome ou Chromium, qui est une version Google Chrome libre. On peut l'installer aussi sur Linux, il n'y a pas de souci. De base, il y a tout ce qu'il faut, mais on peut aller plus loin, bien sûr. Mais ça sera l'objet d'autres peut-être vidéos sur Linux, où je vous laisserai, je pense que je vous mettrai peut-être des liens dans la description, vous regardez. Je vous trouverai peut-être des liens, si vous êtes intéressé par Linux Mint, de tutos très bien faits par d'autres YouTubers, comme on dit, qui vont vous permettre de vous montrer un peu le fonctionnement de Linux Mint. Il y a plusieurs versions de Linux, bien sûr, mais il y en a beaucoup. Mais celle-là, vraiment, elle a beaucoup de support. Elle est très simple à installer, très simple à gérer. Et pour remplacer vraiment sans problème un Windows, pour les options de base, c'est vraiment parfait. Voilà, on se reprend. Bon, on va accélérer un peu l'opération. On se retrouve à la fin quand il aura terminé. Continue à tester ou redémarrer. Donc là, il a terminé. On va redémarrer. Voilà, il me dit de retirer la... Please remove l'installation medium, c'est-à-dire retirer la clé d'installation et appuyer sur Entrée. Alors, on retire la clé et on appuie sur Entrée. Bon, là, je suis dans une machine virtuelle. Vous aurez le menu de votre ordinateur. Mais maintenant, il ne va pas démarrer sur la clé d'installation, il va démarrer directement sur le système qu'on a choisi. Et voilà. Bienvenue, me dit-il. Et là, bon, vous avez différentes options. C'est parti. Là, on peut changer, voilà, vous verrez différents choix pour le bureau, pour créer ce qu'on appelle un instantané, c'est une sauvegarde. Gestionnaire des pilotes, pour les pilotes, pour vérifier que tout est bien configuré. Mais je vous conseille un truc à faire dès le départ, c'est le gestionnaire des mises à jour. Donc on va faire lancer. Bon, là il vous fait une petite explication de tout ce qu'il y a à faire, ou de ce que vous pouvez faire. On valide, vous lirez tranquillement de votre côté. Ici en premier, on va passer par un dépôt local. Bien sûr, encore une fois, il vous demande le mot de passe. Bon, ça c'est normal, c'est parce qu'on est sur une opération un peu sensible quand même. Donc on tape son mot de passe. Ici, vous voyez qu'on est sur des paquets, des trucs, des systèmes qui sont soit en Angleterre ou aux États-Unis. Donc on va cliquer sur le premier petit drapeau là. Et on va passer sur les serveurs qui ont le meilleur débit par rapport à notre situation. Vous voyez là, il fait un classement en fait. Et en fait, ça c'est pour les mises à jour. C'est pas mal ça, parce que bon, sous Windows, bon, c'est automatisé par exemple, mais là, nous on peut les choisir, les serveurs correspondant suivant notre position. Ce n'est pas une obligation de le faire, bien sûr. Vous pouvez très bien faire sans faire ça, mais bon, disons que si on veut être plus à l'aise, on va choisir le premier de la liste, on applique. Et pour les bases, on va pareil, on attend un petit peu. Voilà, vous voyez que certains serveurs vont plus vite que d'autres, notamment celui de l'Université de Reims. On va choisir celui-là, parce qu'a priori c'est le plus rapide actuellement. D'après ma localisation, je fais appliquer. On va mettre à jour le cache correspondant. Alors ça veut dire qu'il va mettre à jour les dépôts, c'est-à-dire que pour comparer ce qu'on a déjà installé et ce qui est en mise à jour éventuellement. On ferme. Et ici, maintenant, on va faire les mises à jour. Donc il va mettre une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour. Donc on fait appliquer la mise à jour. On retape le mot de passe vu que c'est une opération sensible. Vous voyez là, donc là, il me propose des mises à jour de différents logiciels préinstallés déjà, et Firefox, Thunderbird, différents paquets liés à des applications ou au système. Il y en a pas mal. Donc on va faire installer les mises à jour.
évidemment, il me redemande le mot de passe. Oui, il faut le taper souvent, donc surtout quand on est dans les opérations de mise à jour. Après, pas la peine, hein, quand on lance les applications, il n'y a pas besoin de taper les mots de passe, mais là, c'est surtout parce qu'on est dans des phases de mise à jour. Voilà, ça se fait tout seul. Pour info, ici en bas, dans l'angle que vous ne voyez pas, bien sûr, parce que je suis juste devant. Hop, je vous montre. Hop, je m'écarte. Vous voyez, là, hop, ici, il y a un petit écusson, là, qu'on voit, là où je pose la souris. Et alors là, c'est justement un écusson qui gère les mises à jour. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez accès à la fenêtre de gestionnaire de mise à jour. Et ici, il y a des petits points d'exclamation qui peuvent apparaître des fois, là, qui va vous dire, quand il y a un petit point, là, vous cliquez dessus, ça vous dit qu'il y a des mises à jour à faire, et des choses comme ça. C'est comme dans Windows. Des fois, vous avez un petit truc comme ça aussi qui apparaît. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller et aller faire les manips de mise à jour. Voilà, ça c'est en gros si vraiment vous voulez être au top de la mise à jour. Non. Si vous n'en occupez pas, ça ne va pas être dramatique non plus. Ça n'empêchera pas de fonctionner, mais c'est quand même mieux de le faire. Voilà. Et après, sinon, dans les menus, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les applications classées par catégorie. Voilà, des accessoires pour les claviers, pour la calculatrice, capture d'écran, etc. Il y a même un gestionnaire pour les scans. Voilà, ici, graphisme, on peut numériser, on peut faire des dessins. Plein d'applications, les plus connues étant Firefox, par exemple, LibreOffice pour la bureautique. Et ici, on a une sorte de boutique aussi, un peu comme le store de Windows, de Google ou de Apple. C'est pareil, c'est le même principe. C'est-à-dire que les applications, il vaut mieux les installer en passant par cette petite zone-là. Et on a accès à plein d'applications, comme VLC, par exemple, pour voir les vidéos. On peut installer l'équivalent de Chrome, Chromium. On peut installer Steam pour les jeux vidéo. Hein. Il y a plein de jeux qui marchent sur Linux grâce à Steam. Voilà, on a Audacity pour la gestion des vidéos, des sons, pardon. FaZilla, bon, ça c'est plus pro, mais VLC, ouais, VLC, ça peut être utile ça à mettre, ouais, pour voir toutes les vidéos. Il suffit de sélectionner, on fait installation. Non, là il a terminé. Redémarrer. Ah. Pour faire les mises à jour. Bon, c'est comme Windows, hein. Il n'y a pas de grosse différence. On peut changer, bien sûr, la résolution d'écran. On va se mettre en... Ah non, on va se mettre en 1080... 1080p. Allez, appliquer. Garder les changements. Voilà, vous voyez, là, je suis en écran plus correct. Une taille assez correcte. Donc, on peut gérer plusieurs écrans, mais sûr aussi. Alors, à savoir aussi que dans le système lui-même, on peut lier des comptes dans les paramètres. Ici, compte en ligne, vous voyez. Alors ça, c'est pas mal aussi, parce qu'on peut aller y mettre son compte Google, et ça va vous créer, si vous avez un drive et des fichiers stockés dans le drive, si vous mettez votre compte ici, si vous identifiez votre compte, vous allez le retrouver après votre drive dans le gestionnaire de fichiers directement. Ça, c'est pas mal aussi. Bon, voilà, différentes possibilités. Vraiment, Linux, c'est que du bonheur. Alors bien sûr, si vous n'y arrivez pas par vous-même, des fois les appareils sont tellement vieux ou ont un disque tellement lent que ça ne marchera pas ou ça marchera très mal. Il peut y avoir on peut éventuellement voir s'il n'y a pas un changement de disque possible éventuellement pour améliorer le système, pour qu'il aille plus vite. Juste en remplaçant une pièce, des fois, voilà, on change le disque et puis ça repart beaucoup plus vite. Ça peut être une solution aussi sur un PC un peu ancien, on le fait souvent, de remplacer le disque vers un disque SSD, même si les prix se sont un peu enfolés en ce moment, mais bon, ça va dépendre des périodes. Et là, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Là, on est fin 2025, on a une grosse crise d'augmentation de prix de la mémoire en général, mémoire et stockage. Bon, on ne sait pas. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça ne va pas durer? Nous verrons bien. Allez, voilà. Donc, merci pour être resté jusqu'à là. Et puis, voilà, peut-être rendez-vous à plus tard sur notre chaîne dédiée à la réparation. Allez, à la prochaine. Bye. Merci.